Allez, on part à Paris maintenant, dans le 11e arrondissement, retrouver Yannick Jadot, député européen. Il nous retrouve aux Petites Canailles, un bar du 11e arrondissement, où nous allons revenir sur sa vie, son parcours, ses expériences, mais aussi ses idées pour la France, pour les jeunes et pour 2022. Le speed dating de Yannick Jadot, c'est maintenant. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors, c'est un exercice un peu particulier. C'est un speed dating à l'occasion de la primaire écologiste qui va se passer donc, dans quelques jours, début septembre. On en parlera tout à l'heure de comment s'inscrire. Mais là, pendant 20 minutes avec vous, on va revenir sur votre vie, sur votre parcours et sur les idées que vous défendez. Donc, vous êtes Yannick Jadot, Ouais. vous avez 54 ans, c'est bon. Vous êtes originaire de l'Aisne, Ouais. on est bon. Et vous êtes papa aussi. Ils ont quel âge vos enfants? À peu près. Ils ont 18 et 22. Donc voilà, vous êtes dans la tranche voilà, de la préoccupation des jeunes, fin de lycée, université. Vous avez fait des études d'économie à Paris-Dauphine et vous avez un master 1 de commerce international. Pourquoi l'économie? Parce que j'ai fait un bac économie à l'époque, en Picardie. Qu'après, j'hésitais beaucoup sur mon avenir. J'avais pas une idée précise de ce que je voulais faire. Donc je me suis inscrit en droit, je me suis inscrit en économie, et c'est en économie que j'ai été accepté. Donc j'ai fait ces études d'économie. Et effectivement, à la fin, je me suis spécialisé en économie internationale, et notamment l'économie du développement, donc l'économie des pays en développement. Et puis, juste après mes études, je suis parti en Afrique. Parce que c'est bien d'en parler, à travers ces études, c'est mieux de voir. De le faire effectivement. Ensuite, en 95, vous devenez militant dans les ONG, enfin dans une ONG. Comment on arrive justement de ça? C'est-à-dire qu'on est en on vous quitte en master, et comment on arrive justement à cet engagement dans les ONG, alors que vous avez quand même un diplôme qui est plus tourné vers l'économie, vers justement plus le capitalisme entre guillemets. Donc comment on arrive à ça? Quand je finis mes études, en fait, mon mémoire majeur de fin d'études, c'est sur les paysans africains. Et donc, comme tout mémoire, on conclut sur beaucoup de choses assez définitives, et je n'avais jamais vu un paysan africain. Donc, je suis parti 2 ans au Burkina Faso travailler avec les paysans africains. Après, je suis parti 2 ans au Bangladesh travailler avec les femmes qui vivent des situations absolument dramatiques, de misère, de négation des droits. Donc pour les aider à la fois à s'émanciper, à avoir une activité économique, à pouvoir envoyer les enfants, notamment les filles à l'école, à revendiquer leurs droits. Et puis en revenant, toujours passionné par les questions internationales aussi, c'est le lancement du mouvement altermondialiste dans les années 90, à la fois facilité par Internet, ça peut vous paraître étrange, mais à une époque ça n'existait pas. Et donc, c'est à la fois les mobilisations contre l'agenda de l'Organisation mondiale du commerce, un agenda très libéral. On est dans les années 90, vous savez, c'est un combat très fort entre... c'est toutes les conférences des Nations Unies sur les femmes, sur l'environnement, ce qu'on appelle la conférence de Rio, contre les inégalités sociales. Et puis à la fois, après la fin de la guerre froide, finalement, c'est plutôt l'agenda libéral qui va s'imposer qu'un agenda multilatéral de coopération. Mais donc on bloque avec José Bové, avec d'autres, les réunions de l'Organisation mondiale du commerce. On crée le Forum social mondial qui va être un forum de toutes les associations de solidarité, les syndicats d'environnement. On va essayer de construire un agenda commun. Et donc ça va être une belle décennie d'engagement international et de construction du mouvement altermondialiste. Quand j'ai préparé votre portrait, enfin vos fiches, j'ai une phrase. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les dollars contre le climat. Les dollars contre le climat. Je sais pas qui ça peut être, qui a pu dire ça. Ah bah c'est vous. C'est vrai? C'est vous, c'est une archive de l'INA. France 3, 2002, blocage total des raffineries. Ouais. Avec donc Greenpeace, parce que c'est un pan majeur de votre parcours, Bien sûr. parce que là on arrive aux ONG, mais donc vous arrivez à Alors, Greenpeace. c'est pas Total, c'est Esso qu'on bloque. Ah, On bloque vous voyez, donc ça revient, bien ça revient. sûr. On bloque la plus grande Ouais. raffinerie en Europe, d'Esso,
qui justement, comme vous le savez, plus que Total. Total a beaucoup fait le lobby évidemment pour bloquer l'action climatique, mais Esso finançait les climato-sceptiques, c'est-à-dire qu'ils finançaient de la fausse science pour nier le dérèglement climatique. Donc, alors, ça, c'est les années Greenpeace. Voilà, c'est ça. Donc on y arrive. Les années Greenpeace. Parce que forcément nous on l'a pas vécu, donc évidemment on condense tout ça, mais moi j'ai noté quand même beaucoup de coups d'éclat, finalement d'actions très choc. C'est le but de Greenpeace et il continue d'ailleurs aujourd'hui. J'ai noté aussi, vous avez été condamné en 2005. Alors condamné, précisons, parce que suite à une action de Greenpeace, mais bah, voilà. C'est pas négatif en soi, mais vous avez été quand même condamné, donc vous êtes engagé jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Quel souvenir oui, j'ai noté aussi, vous avez même eu le droit à un lip dub pour votre départ, donc vous étiez en plus apprécié. Quel souvenir vous en gardez de ces années? J'ai été espionné par EDF. Et vous avez été espionné par EDF, le procès. On a retrouvé, en tant que dirigeant de Greenpeace, on a retrouvé la copie de mon disque dur dans les locaux d'EDF, parce que le combat de Greenpeace, c'est un combat antinucléaire, à la fois sur le nucléaire militaire, d'où ma condamnation très symbolique, mais condamnation, et puis les actions, comme vous le dites, sur le nucléaire, sur la protection de la biodiversité, sur les déchets, sur la protection de la forêt, bien sûr. Donc oui, alors, je reviens à ma question, quel souvenir vous en gardez de ces années et puis ensuite on arrivera à un autre type d'engagement, mais là, sur les années Greenpeace. Écoutez, c'est moi quand j'étais enfant, dans ma chambre, j'avais à la fois des photos de foot, c'est la génération 70, c'était Saint-Étienne, c'était Liverpool, c'est vraiment les clubs des villes ouvrières qui étaient à l'époque très très forts. Et puis c'était une image de Greenpeace, si vous voulez, c'était un mythe. Greenpeace est à la fois un engagement, ce sont les actions qu'on voit, mais c'est aussi derrière une organisation internationale, c'est une réflexion sur les politiques publiques à mener, sur la protection de l'environnement. Donc c'est une famille, incontestablement, un engagement militant très fort, et puis parfois effectivement, quand vous êtes au cœur de l'action, pas mal d'adrénaline. Bon, alors, dès 99, quand même, au-delà de Greenpeace, vous vous engagez chez les Verts, vous êtes adhérent. En 2008, par contre, vous quittez Greenpeace, vous partez chez Europe Écologie Les Verts, cofondation, enfin... On fonde Europe Écologie et on fait cette campagne européenne avec José Bové, Eva Joly, David Cohn-Bendit et d'autres. Exactement. Donc, 2009, élection au Parlement européen, 16%, score historique, en pourcentage, pas en termes de voix. On y viendra tout à l'heure. J'ai entendu l'autre jour. Voilà, en termes de pourcentage, mais pas en termes de voix. Et déjà à l'époque, vous y incarnez un espace. J'ai lu un espace qui représente plus de 10% des Français. Bon, on viendra aux années 2018-2019 dans un instant, mais entre 2008 et 2018, on peut pas dire que Europe Écologie Les Verts est pesé énormément. En 2014, vous êtes réélu, mais vous êtes réélu avec 10%. Alors c'était les circonscriptions, c'était autre chose, mais vous êtes réélu député européen. Europe Écologie Les Verts n'a pas vraiment pesé pendant ces 10 années. C'est vrai que ça a été aussi un moment de difficulté, parce qu'on avait l'espoir avec le quinquennat Hollande qu'on allait commencer à transformer ce pays, qu'on allait rattraper le temps perdu sur la transformation de l'agriculture, sur l'investissement dans les énergies renouvelables, dans l'isolation des bâtiments, dans le recyclage, dans la fin du gaspillage, contre la souffrance animale. Et puis c'est un quinquennat perdu pour l'environnement. Donc nous quittons le gouvernement, évidemment, constatant que les socialistes ne s'engagent pas sur l'écologie, mais la gauche et les écologistes s'effondrent pendant cette période-là, incontestablement, à un moment où, y compris, la prise de conscience est beaucoup plus forte chez les Françaises et les Français de l'environnement, comme ailleurs. Parce que le dérèglement climatique, c'est une réalité, c'est pas simplement les générations futures, c'est pas simplement de la science. Et puis surtout, les gens s'engagent. Des entreprises qui se créent, qui inventent, qui innovent, des centres de recherche, des jeunes. Donc on a un moment de déclin, incontestablement, un bas de cycle, mais
2018, On va y venir, on reprend le flambeau et on rapproche les écologistes de la prise de conscience des Françaises et des Français. On va y venir en 2018. Donc vous êtes réélu en 2014. Ouais. Vous n'entrez pas au gouvernement. Les écolos en sortent en 2014. Votre bilan au Parlement européen, entre-temps, c'est quand même un joli coup de gueule en 2016 sur le CETA. 1,8 million de vues. Je crois que quand on additionne, ça fait beaucoup plus que ça. Oui, bon, quand on a dit... non, ça marche. Et moi, c'est le cœur de mon engagement au Parlement européen. Il y a à la fois des victoires sur la pêche électrique, qui détruit et les pêcheurs et les ressources, donc la pêche en eau profonde pour le climat. Mais depuis 12 ans que je suis au Parlement européen, c'est des combats contre les traités de libre-échange. Parce que ces traités de libre-échange... Le traité, c'est un traité de libre-échange avec le Canada, voilà. Qui remet en cause, y compris notre capacité à interdire l'exploitation, les importations de gaz de schiste, de pétrole, de sable bitumineux. C'est des élevages assez dramatiques au Canada, concentrationnaires, des dizaines de milliers de bêtes, bourrées aux antibiotiques. Il y a des OGM, beaucoup au Canada. Donc cette mondialisation que je combats avec beaucoup d'autres, c'est la mondialisation du dérèglement climatique, de la compétition de tous contre tous, le dumping social, la souffrance animale, la disparition des paysans. Donc c'est un combat qui m'anime depuis 12 ans effectivement au Parlement européen. Et aujourd'hui, c'est le combat contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Vous imaginez Bolsonaro qui veut, avec le Brésil, qui veut bousiller les peuples indigènes qui vivent dans la forêt, qui brûlent l'Amazonie, qui maltraitent les femmes, qui maltraitent les homosexuels. On ne peut pas avoir ces accords de libre-échange. Ou c'est l'accord de libre-échange aussi avec la Chine. Vous vous rendez compte, Merkel et Macron qui fêtent quasiment la conclusion d'un accord d'investissement avec la Chine au moment où vous avez un crime contre l'humanité, contre les Ouïghours, contre les autres minorités, où tous les démocrates se font enfermer. Ça ne peut pas être ça l'Europe, ça peut pas être ça la mondialisation. Alors on va arriver aux années que vous préférez. En 2017, vous gagnez... C'est quand même des années où je vieillis. Oui, à la fois, je les préfère, ce sont des expériences politiques différentes. Mais on revient le temps passe aussi. Non, mais je disais ça parce qu'on renoue avec la victoire. Alors, 2017, vous gagnez la primaire écolo, vous défiez les pronostics, vous battez Cécile Duflot qui était la favorite. Mediapart disait que vous avez réussi à faire la synthèse des deux courants, ce qui était une performance. Mais là, c'est le drame. Bon, 6,3... Enfin, vous décidez de... Vous alliez donc avec Benoît Hamon pour tenter de porter un projet à gauche qui soit une alternative, qui rassemble, puisque vous aviez déjà voulu le faire à la primaire, vous n'avez pas réussi à faire une primaire ouverte. Mais voilà, 6,3% avec Benoît Hamon. La gauche n'est plus au pouvoir, on est en 2017, c'est pas catastrophique, mais pas loin. En tout cas pour vous. Voilà. Et puis il y a la reconstruction, il y a les européennes qui arrivent, il y a 2019. Vous partez en solo, sans Benoît Hamon, sans Raphaël Glucksmann, sans personne. Et là, c'est une autre surprise. On ne vous donnait absolument pas à ce score-là. Et là, c'est la bonne nouvelle. 13,5% pour vous, devant les Républicains. Meilleur score en voix. 3 millions. Voilà, plus de 3 millions. Beaucoup de jeunes aussi, ce qui est positif pour vous. Le premier vote chez les jeunes, effectivement. Mais on est pas beaucoup, mais on est devant le Rassemblement national. Et franchement, que les jeunes préfèrent un vote de cœur plutôt qu'un vote de peur, c'était pas si mal. Et j'en rajoute à ça, victoire municipale de grandes villes, Bordeaux, Strasbourg, on va pas toutes les faire, Bordeaux, Strasbourg, Marseille, et des régionales, alors avec des coalitions, mais quand même des coalitions parfois élargies en tout cas, ou plus de sièges, on va dire ça comme ça. Et on en est là. Et voilà. Et on en est là. Et on en est à... Bah déjà, on en est à gagner la primaire. Ouais. Parce que j'allais vous dire, vous êtes à 11% aujourd'hui dans les sondages, mais dans les sondages pour la présidentielle, il faut déjà gagner la primaire. Pourquoi vous êtes candidat, simplement, Éric Jadot? Pourquoi vous refaites le match? Vous avez gagné en 2017 et vous repartez pour jouer le match retour? Parce que là, je suis convaincu qu'on peut gagner. Ouais. Je suis convaincu qu'on peut gagner. On a l'occasion historique de gagner une présidentielle. Jamais on a pensé ça. Jamais les circonstances ont été aussi favorables à cette victoire.
est aussi nécessaire. On ne peut pas juste regarder sidéré. Moi j'étais dans le Var il y a quelques jours où il y a eu les feux, j'étais en Grèce où il y a eu des feux abominables, des villages qui disparaissent, en Belgique, les inondations, bref, tout le monde peut constater ça. Des inégalités sociales qui deviennent insupportables, une sorte d'affaissement démocratique, on le voit. Et l'écologie peut répondre à ces différentes crises. L'écologie peut apporter quelque chose. Et moi, je veux à la fois cette écologie qui ne transige pas avec le climat, avec le vivant, parce qu'on n'a pas le choix. C'est l'avenir de mes enfants, c'est le vôtre, et c'est déjà notre réalité aujourd'hui. Mais on ne peut pas se payer 5 ans de Macron en plus. Le renoncement au climat, la régression sociale, cette sorte de concentration absolue des pouvoirs. On peut pas imaginer Le Pen. C'est une sorte de mélange de Trump, Bolsonaro, Orban, bref. Donc il nous faut porter cette alternance. C'est une obligation, c'est une exigence. Et je suis convaincu qu'on peut gagner. Mais pour ça, il faut tirer des leçons du passé. On ne peut pas se diluer dans d'autres formations politiques qui font de l'écologie quand les élections arrivent. On reviendra tout à l'heure aux alliances. Et à la fois, on ne peut pas non plus avoir une écologie identitaire qui resterait minoritaire. Moi, je veux une écologie majoritaire. Je l'ai dit, il faut une écologie radicale. Mais la radicalité de l'écologie aujourd'hui, c'est de gagner l'élection présidentielle. Mais je veux une écologie qui fasse que les paysans, les pêcheurs, les salariés, les entreprises, les associations, les citoyennes et les citoyens se sentent engagés, partie prenante. Parce qu'il y a une telle urgence qu'il va falloir que tout le monde s'y mette. Sinon, on va échouer. Vous pensez vraiment qu'un écologiste peut être à l'Élysée un candidat, je dis parmi les 4 ou les 5, pardon, les 5 qui sont là, qui se présentent, et il y en a un qui peut se... Alors, voilà, si vous voulez mon avis très intime, je pense que parce que quand même, quand on regarde, journaliste, éditorial, tout le monde, vraiment, moi j'ai encore retenu une phrase lundi sur LCI, on disait, alors à part vous êtes épargnés, mais c'était les écolos sont nuls. Mais là on est un parti qui, au fond, je connais notre réputation, mais on est un parti très discipliné. Regardez le Parti Socialiste, ils s'insultent, ils ne savent même pas comment ils vont désigner leur candidate ou leur candidat. La droite, c'est catastrophique. On a quand même un gouvernement qui fait sur beaucoup de choses, qui promet. On a eu un Blanquer qui dit, au fond, quand on donne des allocations de rentrée scolaire à des familles qui sont en difficulté, encore plus en difficulté avec la pandémie. Il y a le risque qu'ils achètent des écrans plats, ils sont irresponsables, ils ne sont pas simplement pauvres, ils ne sont pas simplement assistés, mais en plus ils trichent et ils sont irresponsables. Ils veulent mettre en place une réforme de l'assurance chômage, toujours avec cette idée qu'au fond les chômeurs, ils n'ont pas envie de travailler. Donc il faut réduire les indemnités. Oui, mais je ne vous interrogeais pas sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, le bilan globalement, vous êtes d'accord, et la gauche aussi, mais c'était pour vous dire, est-ce que vous pensez vraiment que parmi les 4, parmi les candidats, il y en a un qui a la stature. Vous avez la stature pour vous retrouver sur le terrain. Je m'y prépare depuis des années. Vous savez que, y compris, je fais des propositions au-delà de la protection du climat, de la protection du vivant, de la solidarité. Je fais des propositions sur la politique étrangère. Je fais des propositions sur notre sécurité. Je fais des propositions sur l'économie, donc sur tous les champs d'un gouvernement. Et je crois que les écologistes aujourd'hui sont prêts à gouverner et que ce n'est pas simplement une nécessité absolue, c'est qu'on est en capacité de le faire. Quelques questions directes. L'Allemagne va élire aussi une nouvelle ou un nouveau chancelier. Angela Merkel s'en va. Annalena Baerbock, qui est la candidate écologiste, était très très haut et s'est effondrée, a perdu quand même beaucoup de points ces dernières semaines. Elle a gâché son capital crédibilité, elle a fait beaucoup d'erreurs. Est-ce que là, vous n'avez pas peur qu'il se reproduise la même chose, c'est-à-dire que vous avez un candidat porté, aujourd'hui elle est pratiquement, ça va être compliqué pour elle d'accéder à la chancellerie. C'est très serré, dans les ils sont plutôt à la 3e place. Mais c'est à quelques points. Moi je reste dans cette perspective que les Grenouilles, les Verts allemands gagnent, et puis imaginez une chancelière verte fin septembre 2021, en tout cas élue, parce que
après, il y a des négociations, de coalition, et ça prend quelques mois. Un président écolo en France, vous imaginez le cœur de l'Europe, qui d'un seul coup remet le climat, la politique industrielle, la relocalisation de l'économie, la réaffirmation des valeurs très fortes. Vous vous rendez compte quand il y a des pays en Europe, la Pologne, la Hongrie, qui remettent en cause le droit d'avortement, qui créent des zones anti-LGBT, remettre les valeurs, on a parlé de politique internationale tout à l'heure. Donc il faut se battre pour cette perspective et on verra ce qui se passe. Enfin, c'est tout, mais il faut se battre pour cette perspective. Non, mais rapidement, je voulais vous parler en fait simplement de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, les erreurs, voilà, au-delà je veux pas qu'on rentre dans les détails de tout ce qui s'est passé, mais il y a eu des erreurs. Il y a quand même eu des erreurs. Enfin, regardez le candidat de la CDU qui apparaît. Je parlais pas des Allemands, je parlais aussi de vous. Je parlais de vous chez vous en France. Je veux pas qu'on rentre dans les polémiques, qu'on revienne surtout. Je veux juste savoir. Voilà, vous savez que vous faites parfois. C'est un des enjeux. Vous avez fait parfois des cadeaux à vos adversaires. C'est de choisir celle ou celui qui a la stature, qui est prêt, et qui n'a pas fait de rassembler pour gagner. Bien sûr que c'est un enjeu de projet, c'est un enjeu très collectif, une campagne électorale. Mais c'est aussi un enjeu d'incarnation, c'est évident. Alors, quelques dernières questions. Je reste juste 2 secondes sur l'Allemagne. Ils disent aussi, les écolos allemands, on veut être au pouvoir coûte que coûte. Hors de question de rester encore 5 ans dans l'opposition face à tout ce qui se passe. Parce qu'en Allemagne, c'est des coalitions, donc même si ils pourront faire partie d'une coalition. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans cette dynamique-là? Et quand je pense à ça, je pense au score. Alors, vous allez me dire, les sondages se trompent. Preuve en 2019. Mais voilà, aujourd'hui, la gauche pèse pas non plus 30%. Mais avec 30%, vous êtes au second tour. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Vous êtes au second tour, c'est ça le sujet. Oui, non, mais la barre de qualification pourrait être très basse. Elle pourrait être vers les 17, 18. En 2002, c'était 16,80. Avec le nombre de candidats qui s'annoncent. Vous avez raison. Pourquoi à ce moment-là? Alors, je sais que vous ne voulez plus vous effacer, mais pourquoi à ce moment-là, on se dit pas. Voilà, vous avez passé à côté d'une candidature commune à gauche. Mais on va voir ce qui va se passer. Moi, j'ai fait l'effort. Mais vous ne nous effacerez pas. J'ai mis tout le monde autour de la table. Oui. J'ai tendu la main à Jean-Luc Mélenchon, j'ai pas tendu la joue. Vous avez vu comment il a réagi sur un ton assez méprisant par rapport à ses. Je ne parlais pas de cette. Je parlais de l'autre côté de la gauche. Oui, mais d'autres. Alors, il y en a beaucoup qui veulent cette candidature commune, y compris derrière un projet écologiste. D'autres qui jouent un jeu différent. Mais vous savez, là, on est dans des dynamiques un peu chacun dans son couloir. Moi, je suis convaincu, y compris le choix de la primaire va être important là-dedans. Parce que si il y a des sondages où je suis devant tous les autres à gauche, donc à un moment donné, la politique, c'est aussi un rapport de force. Qui est en capacité de rassembler derrière le projet écologiste, qui est un projet de cohérence. Donc moi, je veux croire qu'à un moment donné, la pression fera qu'il y aura un rassemblement. Et si je me présente, c'est aussi parce que je pense être en capacité de porter ce rassemblement. Mais donc ça veut dire simplement, et après on passe aux toutes dernières questions, ça veut dire que vous n'êtes pas comme certains qui disent, alors moi, quoi qu'il arrive, je ne m'effacerai pas, j'irai jusqu'au bout. Ah mais il faudra que ce soit la candidature écologique. Voilà. Je l'ai fait une fois. Voilà, vous l'avez fait une fois. Je l'ai fait une fois derrière le candidat issu de la primaire socialiste. Vous voyez ce que ça a donné. Je vois les socialistes ont gouverné 5 ans dans les 10 dernières années. On ne peut pas dire qu'on se réveillait le matin avec la banane en se disant waouh, ils nous ont encore fait de l'écologie, ils nous ont encore fait de la justice sociale, ils nous ont encore fait de la démocratie. Donc je pense que je préfère un logiciel cohérent, fort, en capacité de gouverner, qui est le logiciel écolo, qu'un logiciel socialiste, où aujourd'hui on ne sait pas bien ce qu'il en est entre un Stéphane Le Foll qui rêve de s'affranchir totalement de l'écologie, qui reconstruit des alliances avec les pires lobbies, et qui, on a toujours l'impression que on ne sait pas bien s'ils veulent rentrer dans la Macronie ou pas. Donc ça, je pense que ça peut pas rassembler. 4-5 questions directes pour terminer. Demain, président, votre première mesure, c'est quoi? Ça pourrait être, par exemple, moi, je suis pour une écologie qui agit. Donc, le jour où on arrive, on peut parfaitement, par exemple, interdire l'élevage en cage. D'accord. On propose quel avenir à cette génération, à vos enfants, à notre génération
en termes d'avenir, dans le sens où vous projetez comment un peu, je sais que c'est un peu philosophique ou je ne sais pas, mais vous projetez un peu comment l'avenir pour cette génération qui vient? Il y a, on va dire, il y a deux scénarios. Il y a le scénario du statu quo et effectivement le chaos climatique qui arrive, le vivant qui disparaît, donc la solidarité qui se distend de plus en plus avec l'affaissement démocratique qui est derrière. Et puis il y a le scénario écolo. En fait, on s'empare de notre avenir, on le fait nôtre. Jamais une société n'a eu autant la possibilité de choisir son avenir, parce que les scientifiques nous disent ce qui peut se passer. Il y a des solutions technologiques, sociales, démocratiques. Moi, je le vois dans les entreprises, je le vois dans les facs, je le vois dans les écoles, je le vois dans les CFA, dans les lycées pro, à quel point votre génération est aussi une génération qui a envie de s'emparer de l'avenir, qui a envie d'être une génération qui a envie d'être active dans les choix de l'entreprise, dans les choix qui s'engagent dans les associations. Et donc, si on a la possibilité de faire que tout ce qui va bien aujourd'hui dans la société, ce soit plus dans la marge des politiques publiques, mais que ce soit au cœur des politiques publiques, qu'on vous fasse confiance, qu'on vous donne les moyens de la recherche, les moyens de vivre décemment, et bien cet avenir, ça sera celui que vous choisirez. Demain, tous à vélo, c'est un fantasme? C'est les écolories? Non, c'est pas demain en ville, ça a évidemment du sens. Mais quand vous êtes obligé de faire 50 bornes pour trouver un boulot ou pour aller dans le boulot, il faut des transports collectifs. Et puis si il n'y aura pas de transports collectifs partout, si vous avez un véhicule, il faut que ce soit un véhicule qui pollue peu, voilà, parce que ça pollue toujours. Vivre, c'est voilà. Mais ça ne sera pas. Moi, j'ai toujours dénoncé l'écologie où c'est prendre une douche froide par semaine dans le noir. C'est pas ça l'écologie. L'écologie, c'est retrouver le sens du collectif. C'est la joie de vivre, c'est la bonne bouffe. On est le pays de la gastronomie. On a des paysans qui disparaissent, qui ne rêvent que d'une chose, de faire une agriculture de qualité, bio, paysanne. Donc c'est tout ça qu'il faut retrouver. On n'est pas obligé de polluer, de gaspiller, on n'est pas obligé d'avoir l'obsolescence programmée, on peut réparer, on n'est pas obligé d'avoir des entreprises de l'autre côté de la planète, on peut aussi protéger les droits sociaux ici et faire en sorte que les entreprises soient sur nos territoires. On n'est pas obligé de vivre très loin de là où on travaille, des centres-villes, parce que les logements sont devenus inaccessibles. On est un pays incroyable. Moi, quand j'entends Zemmour qui prétend défendre la France, mais il n'aime pas la France. Quand on pense que c'est la guerre civile dans notre pays, qu'on va disparaître, c'est qu'on ne connaît pas notre pays. Je veux dire, moi quand je me balade, je vois des gens qui font des choses exceptionnelles. Et ces choses exceptionnelles peuvent nous permettre d'aider celles et ceux qui aujourd'hui sont dans la nasse, dans les difficultés, à retrouver une émancipation. On est parti du vélo, on finit sur Zemmour. Hein, mais... oui, mais parce que c'est... vous voyez bien qu'en permanence, il y a cette idée de l'écolo-bashing, de l'écologie punitive, mais au fond, celles et ceux aujourd'hui qui sont punis, c'est celles et ceux qui ont perdu leur ferme, leur maison avec les feux de forêt. C'est celles et ceux qui sont en surpoids parce que c'est la malbouffe. C'est celles et ceux qui vivent dans des logements mal isolés. Et ben moi, je veux être à la fois aux côtés des victimes de ce système économique et faire avec celles et ceux qui s'engagent et qui inventent un monde sympa. On a 2 minutes pour terminer. Rapidement, vous connaissez le questionnaire de Proust. Quelques questions qu'on a tirées. Ce que vous appréciez chez vos amis, vos amis, on va dire écolos, vos amis de la primaire. On partage un même engagement d'avoir une société plus juste, plus solidaire, où il fait bon vivre. Et vous n'êtes pas tapé dessus. Ce qui est pour l'instant. Pour l'instant, les débats n'ont pas commencé. Demain, vous pouvez faire rentrer quelqu'un au Panthéon. On propose qui au Panthéon? Alors, Joséphine Baker va rentrer, mais... J'aurais trouvé que dans cette période, Gisèle Halimi, ça aurait de la gueule. Y compris, il ne vous a pas échappé qu'on va être dans une période autour de la fin de la guerre d'Algérie. Gisèle Halimi, c'est le féminisme. C'est aussi un engagement anticolonial. C'est un engagement pour la justice, pour la dignité. Et donc je trouve que
au moment où la question du féminisme, la question des droits des femmes sont parfois menacées dans notre pays et dans le monde, je disais à l'ennemi, ça aurait de la gueule. La réforme que vous admirez, que vous préférez, un peu spéciale peut-être, la réforme, la réforme, la loi, ou je ne sais pas, c'est un peu spécial, mais c'est bien pour savoir d'après, c'est bien La loi que je préfère, écoutez, c'est difficile ça, la loi que je préfère. Ah, c'est dans le questionnaire. Alors, la loi sur la laïcité de 1905, c'est quand même un joyau de la République. C'est quand même un joyau de la République, une vraie leçon à la fois sur les mois de travail qui ont permis d'arriver à ce vote. C'est un joyau d'équilibre, donc il faut la préserver. Et qui est tellement discuté aujourd'hui. Qui est tellement contesté aujourd'hui. Débattu. Votre occupation favorite? Votre passion, votre hobby? Vous faites pas de la politique, enfin j'imagine. Moi j'aime bien le sport. J'adore le sport, mais j'ai toujours chaque jour, il faut que je lise aussi. Il faut que je lise des romans. Votre musique, le style ou une musique en particulier que vous écoutez en ce moment, si vous n'avez pas le style, si vous n'avez pas. Bon, ça va pas être très moderne. Ouais. Moi, je suis très Bachung, Bowie. Oh, bah oui, mais c'est intemporel. C'est intemporel. Mais il y a une chanson que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est Les Mains d'Or de Lavilliers. Parce que je trouve y compris parce que dernièrement, peut-être, j'ai visité beaucoup d'entreprises en difficulté, et que je trouve à la fois la musique est incroyable, mais voilà. Sinon l'hymne de ma campagne, c'est Joey Ramone, c'est What a Wonderful World. C'est une version incroyable qui me file une patate incroyable. Et j'ai une petite idée pour la dernière question, mais je vous laisse garder la réponse. Votre rêve? Mon rêve, ça serait que l'écologie gagne cette présidentielle, mon rêve politique. Après, j'ai des rêves personnels, j'ai des rêves pour mes enfants qui sont plus riches que ça sur la qualité de la vie. Merci beaucoup Yannick Jadot. Et donc pour votre programme, enfin vous avez un site, c'est 2022 l'écologie. 2022. Et c'est surtout inscrivez-vous jusqu'au 12 septembre sur lesécologistes.fr. Emparez-vous de cette primaire. C'est important on peut voter dès 16 ans. On peut voter dès 16 ans. Vous savez qu'on est pour le vote à 16 ans. Donc emparez-vous de cette primaire. Faites vivre l'écologie et ce sera une belle campagne présidentielle et on fera tout pour la gagner. Merci Yannick.